Bonsoir à tous. Bienvenue au lundi de la mer du mois de mai. Merci d'être venus nombreux. Nous accueillons ce soir 3 intervenants qui vont nous parler du traitement et de la valorisation des algues pour la santé et la nutrition animale et végétale. Donc nous avons ici François Galisso, Pinival Collen et puis Gilles Bedou qui vont se présenter eux-mêmes tout à l'heure. Donc je vous souhaite une bonne conférence et puis on laissera du temps comme d'habitude pour les questions après leur intervention. On va vous présenter ce soir le montage d'une filière, les algues vertes, puisque c'est là-dessus que nous travaillons. Et nous montons cette filière dans le but de valoriser pour les secteurs nutrition et santé dans le monde animal et végétal. Donc, et puis, je te laisse. Donc, je me présente, Pinival Collen. Je suis d'origine suédoise et j'ai réalisé mes études universitaires en Suède ainsi que mon doctorat en physiologie végétale. Et ensuite, j'ai fait un postdoc au Brésil, à São Paulo. Également, comme ma thèse en physiologie végétale qui était sur la synthèse, sur le métabolisme d'amidon chez les algues rouges. Mon postdoc était également sur un projet sur les macroalgues. Et là également les macroalgues rouges, une algue qui s'appelle Gracilaria tenestiputata. Et après 7 années au Brésil, je suis arrivée en France à la station biologique de Roscoff, qui est une des plus grands centres qui travaille sur les macroalgues dans le monde académique. Et pour ça, quand on travaille sur les algues, c'est un endroit très recherché d'aller pour réaliser des études. Donc j'ai travaillé à la station biologique de Roscoff pendant 10 ans sur plusieurs projets, sur les algues brunes, les algues rouges et également sur les algues vertes, où j'ai travaillé sur le projet Ulvolego, sur l'identification des enzymes capables de dégrader les ulvanes chez les algues vertes. Et ces enzymes étaient isolées à partir des bactéries marines, isolées des crottes, des aplécies, des lièvres de mer qui avaient été données des ulves à manger. Donc, nous avons identifié 4 souches bactéries capables de dégrader les ulvanes. Et depuis 1 an et demi, je travaille comme responsable de recherche et développement pour le groupe Olmix. Bien, bonsoir, Gilles Bedou. Donc, je remercie le CCSTI pour cette invitation. Alors moi, je suis en fait maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud, membre du laboratoire de biotechnologie et chimie marine. Donc, quelques mots sur mon parcours. En fait, après une maîtrise de chimie, j'ai préparé l'agrégation et un DEA de chimie donc à l'École normale supérieure de Paris. Et je suis donc titulaire d'un doctorat en sciences biologiques. J'ai, au cours de ma thèse, donc, travaillé sur l'étude du pathogène Pseudomonas aeruginosa et plus particulièrement de l'endotoxine du LPS qui est présent dans la membrane de cette bactérie qui est particulièrement présente dans le cadre du développement du biofilm bactérien sur différents types de supports, en particulier sur les supports abiotiques. Donc c'est ce qui m'a amené à travailler au sein du LBCM, puisque la thématique biofilm est la thématique majeure en fait, du laboratoire de biotechnologie et chimie marine. Depuis en fait maintenant, enfin bientôt une vingtaine d'années, donc je suis à l'UBS. J'ai démarré en tant qu'agrégé et puis ensuite j'ai donc été sur un support de maître de conférence. Ce qui fait que j'ai aussi des responsabilités dans le domaine de la formation. J'ai créé une licence professionnelle il y a maintenant 10 ans sur le domaine du développement des produits cosmétiques et en particulier donc de l'incorporation d'extraits d'algues dans les produits cosmétiques et la cosmétologie marine. Je suis directeur adjoint aussi de la faculté des sciences de l'UBS depuis 1 an et demi. Et donc dans le cadre de mes enseignements, je fais surtout de l'enseignement de chimie.
J'aurai l'occasion après, au cours de la présentation, de parler un petit peu de différents travaux que je mène et des activités d'encadrement. Bien, donc François Galissot, moi je suis issu du monde industriel. J'ai une formation d'ingénieur dans le domaine agroalimentaire à l'université de Nancy et je me suis rapidement orienté dès l'âge de 20 ans dans le travail en usine. Donc j'ai démarré chef d'équipe, j'ai terminé directeur d'usine et directeur industriel dans différents groupes, dans différentes sociétés de la France, donc je connais un peu le tissu. Et depuis 5 ans, j'accompagne les entreprises dans la gestion de projets et dans le renfort de compétences, essentiellement sur les procédés, pour arriver à mener un projet à son terme et à le démarrer, quoi. Donc c'est à ce titre que depuis un peu plus de 3 ans, je travaille dans ce que nous allons appeler Ulvance, on va vous l'expliquer, c'est le montage de filières avec les entreprises qui ont concouru. Donc nous avons été contactés il y a quelques mois pour cette conférence et c'est avec beaucoup de plaisir que nous y répondons. Si nous pouvons vous présenter ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire et bien sûr répondre à vos questions, c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus. Tu présentes le groupe Polmix? Le groupe... Oui, le groupe Polmix est chef de file dans le projet Ulvance et a été créé en 1995 par Hervé Balesson et ce groupe a actuellement 250 employés et présent dans plus de 65 pays et avec un chiffre d'affaires qui en 2013 était de près de 60 millions d'euros et avec 80% réalisés en export. Surtout, nos principaux marchés sont la nutrition et santé animale et végétale. Donc, dans le groupe Olmix, il y a 3 différentes sociétés. Il y a Olmix qui est en nutrition animale, il y a Amadit en santé animale et Melspring qui est en nutrition santé végétale. Bien, alors je vais... donc ici, vous avez un slide en fait qui présente l'université et sa localisation, vous la connaissez, mais cette petite carte de France dessinée à droite, c'est pour représenter en fait le fait que l'Université de Bretagne Sud vient de rejoindre le réseau des 14 universités marines de France. Donc je vais parler un peu plus précisément du contexte. Donc oui, rapidement, comment nous allons organiser la soirée? On va revenir sur quelques définitions de ce qu'est une filière. Comment est venue l'idée de monter cette filière algues vertes? Nous la montons et surtout, la partie la plus importante, c'est les résultats. Ça a 2 ans et demi, les résultats que nous avons déjà obtenus. Donc la notion de filière, on repart un petit peu quelques décennies en arrière. Dans le Larousse 1930, une filière, c'est une suite de formalités à remplir avant d'arriver à un certain résultat. C'est important de se rappeler de ceci. Lorsqu'en 2000, 70 ans plus tard, Larousse dit c'est une succession d'étapes à traverser, de degrés à franchir, de formalités à accomplir avant d'obtenir un résultat. C'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons plusieurs états, des degrés à franchir, beaucoup de formalités à accomplir. Et notre filière algues, ça va être l'ensemble des activités, comme c'est écrit, qui de l'amont à l'aval vont alimenter un marché déterminé. Le marché, c'est la nutrition et la santé animale et végétale, mais notre filière, ça va être toutes ces activités du début à la fin, et vous le verrez tout au long de l'après-midi, là, elles sont assez nombreuses. L'origine de l'idée de la filière algues, bien sûr, le groupe Polmix était spécialiste en élevage, il était au contact des éleveurs et des réseaux de vétérinaires assez régulièrement. Donc il y avait des besoins en élevage pour répondre à des problématiques autrement que par les antibiotiques. Ils étaient forts de leur premier succès au niveau de l'asséchant, la gamme Mistral, qui apportait de bons résultats.
Il y a de la ressource locale ici en Bretagne et surtout dans les années 2004-2006, le matériau amadéite, dont nous reparlerons, a été mis au point et a entraîné une série de succès assez remarquables, ce qui a donné, associé à l'export, au PDG d'Olmix, l'idée de monter une véritable filière. Il ne pouvait pas s'arrêter là où il était. Donc l'idée est venue comme ceci. Maintenant, que faire, comme dirait Hervé Balusson? On a une idée, on a un constat, on a des marchés, mais que faire? Il est revenu aux définitions, c'est pour ça que j'en parlais. Il savait qu'il aurait des étapes, il savait qu'il aurait plusieurs formalités à accomplir, et surtout, il s'est rendu compte que seul, on ne fait rien. Et tout seul, il serait parti, c'était compliqué. Donc, on s'est concerté. Pour la phase montage, nous avons voulu une filière complète, donc allant de la récolte, c'est-à-dire que les algues sont soit en mer, soit sur la plage, elles sont couramment connues échouées sur la plage, mais elles sont en mer aussi, et aller jusqu'à la commercialisation maîtrisée, aller au plus près des clients, qui en Amérique du Sud, qui en Asie, qui en Russie, qui en Europe. Voilà ce phase montage, et nous nous sommes rapprochés d'Oseo à l'époque, anciennement Envar, qui est devenue la BPI maintenant, la Banque publique d'investissement, et nous avons eu un très bon accueil avec l'antenne régionale de l'Oseo, à qui on a expliqué notre projet, et très rapidement ils nous ont dit ce projet-là est important, c'est Paris qui va l'administrer. Donc nous sommes montés à Paris. Que fait Oseo, devenu BPI maintenant? Oseo finance et accompagne des PME. Donc c'est vraiment dans cet ordre, par cette porte-là que nous sommes rentrés. On avait un gros projet. Ils nous ont rapidement orientés vers un projet de type EASY. Donc EASY, c'est l'innovation stratégique industrielle. Dans leur idée, lorsqu'il y a une innovation, si elle est stratégique, ça dit pour eux qu'elle est franco-française. Donc il faut absolument que ça reste sur le sol français et que ça ait rapidement des visions industrielles. Ce n'est pas une innovation qui doit rester dans un laboratoire ou qui doit rester à une petite échelle. Eux s'engagent, nous aident dans un projet si nous avons une vocation industrielle. Donc EASY, innovation stratégique industrielle. Et comment ça fonctionne? Nous avons, pour mettre au point tout ce travail, des dépenses de recherche et des dépenses d'expérimentation. Une partie passe en subvention, vous voyez 25% de la moitié. Une grosse partie est en avance remboursable, c'est-à-dire que l'EASY, la BPI, prête de l'argent qui sera remboursé au fur et à mesure du chiffre d'affaires généré par le projet. Et au moins, minimum 50% vient du fonds propre des entreprises. C'est-à-dire que si on s'engage, ils nous auditent, est-ce que les entreprises ont 50% de fonds propres et ont la capacité à se lancer dans un projet? Et est-ce que le projet est viable et qu'ils pourront rembourser l'argent qu'on leur a fait? Voilà ce que c'est et voilà ce que nous avons préparé. Leurs critères, je le disais tout à l'heure, il faut bien sûr de l'innovation. Il faut une vision industrielle. La troisième ligne qui est importante, c'est qu'il faut que le projet soit collaboratif. Donc, dans leur esprit, il faut plusieurs entreprises qui aient tout un intérêt à être dans ce projet. Et surtout, il faut des laboratoires académiques. Il n'est pas dans leur esprit que des industriels seuls puissent faire de l'innovation. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur les universités, les centres de recherche, qui, eux, ont de la science et des moyens de laboratoire à exporter vers le monde industriel et nous, industriels, à aller chercher dans le monde universitaire et du monde de la recherche les compétences et les dernières publications. Il faut bien sûr justifier de l'aide publique, comme quoi c'est un réel intérêt. Externalité positive, c'est-à-dire, bon, quelque part avoir du chiffre d'affaires, bien sûr, créer des emplois, avoir une compétitivité des territoires. Ici, nous sommes en Bretagne. Et un retour sur emploi. Souvent, une banque, quand elle prête de l'argent, pense en retour sur investissement. Dans le cas d'un projet comme ici, c'est surtout un retour sur emploi. C'est-à-dire qu'on soutient, on aide un projet si quelque part il reste quelque chose.
Donc, le chemin du combattant a duré à peu près 18 mois. Entre le moment où nous sommes allés les voir, il y a 1 ou 2 ou 3 rendez-vous. À un moment donné, ils nous demandent une présentation formelle. Donc, il faut mettre en page un document qui fait une centaine de pages quand même. Ils en accusent réception. Ensuite, ils instruisent ce dossier et intervient le jeu des questions-réponses par des experts qui cherchent à challenger ce que nous avons déposé. Ça arrive au document final et il y a une décision. Dans notre cas, la décision est au mois de juillet 2011. Donc, à partir du mois de juillet 2011, ça a été contracté et le projet démarre officiellement le 1er janvier 2012 et s'étale sur 4 ans. À l'issue, pendant les 4 ans, nous devons rendre des comptes tous les ans, ce qu'on appelle les étapes clés, étape clé 1, étape clé 2, étape clé 3. Donc, on doit rendre des livrables selon le plan de marche qui avait été prévu et il regarde si on est bien à la fois dans le délai, dans l'intérêt de la recherche et surtout dans le budget. Et nous sommes censés, bon, nous y serons, mais le programme dit qu'au bout des 4 ans, les entreprises doivent commencer à générer du chiffre d'affaires, à assurer l'emploi et commencer à rembourser les sommes dites en avance remboursables. Alors, la phase montage, Olmix était chef de file, donc il a fallu rechercher des partenaires industriels et académiques. Donc, les partenaires sont la société Agrival dans le Nord Finistère, qui est une filiale de la SICA Saint-Paul, qui, elle, est habituée au rythme d'arrivage des légumes, des grandes quantités, et qui avait toutes les installations de stockage, et en plus était proche littoral. La société PRP à Bréant, qui est une spécialiste de l'amendement des sols, et les sociétés Melspring, Amadéite et Olmix. Et nos partenaires académiques, l'Université de Bretagne Sud, qui avait déjà beaucoup travaillé sur les algues, et le laboratoire CNRS à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse? Parce qu'ils ont des compétences en chimie analytique des matériaux, et l'argile intervient avec l'algue dans certains produits de la gamme, donc il nous fallait ces compétences. Et avec Mulhouse, il y avait déjà eu un courant d'affaires en 2004-2006 lors de la mise au point du matériau amadéite. Donc voilà le consortium. Lorsque vous mettez 5 entreprises et 2 laboratoires ensemble, il faut créer un accord de consortium. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'il faut, au début, tout va bien. C'est comme quand on s'engage quelque part, mais il faut prévoir le régime de la propriété des travaux, le régime d'échange, la gouvernance du projet, le rythme des réunions, les comptes rendus et tout ça. Donc ça s'est à peu près bien passé chez nous. L'accord de consortium a été signé. Le projet est piloté 4 fois par an par un comité de pilotage où on rend compte de nos projets, et 1 fois par an par un comité stratégique qui voit si l'orientation est toujours la bonne, et c'est ce comité stratégique qui rend compte à la banque publique des travaux de l'année, parce que les versements se font année par année. Si le travail a été effectué, il y a le 2e ou le 3e versement. Si rien n'a été fait, il y a problème. Voilà, c'était un petit peu pour expliquer comment nous en sommes arrivés, quelles contraintes nous avions, comment nous avons monté ce projet. Et là, je vais laisser la place à Gilles, qui va vous parler de toutes les connaissances scientifiques fondamentales, parce que c'est à partir de ces connaissances-là qu'ensuite Pi vous expliquera comment elle a poursuivi, et je reprendrai la parole tout à l'heure. Bien, merci François. Donc, voilà, donc tout d'abord, je pense qu'un point important aussi, c'est que lorsqu'on travaille dans un laboratoire universitaire, on ne travaille pas seul, on travaille en équipe. Donc François a montré l'équipe du consortium. Au sein du laboratoire de biotechnologie et chimie marine, nous sommes sur ce projet de recherche 2 enseignants-chercheurs, Nathalie Bourgognon et moi-même, un doctorant, Kevin Ardouin, dont la particularité est justement d'avoir un financement totalement lié à ce projet à travers une bourse CIFRE. Doctorat démarré donc
en premier semestre 2012, une stagiaire en 2013, Anne-Sophie Burlot, et puis une technicienne de laboratoire. Donc je tenais à citer ces personnes qui sont évidemment associées au projet. Alors avant de rentrer peut-être dans l'algue, dans l'ulve, je voudrais quand même placer un petit peu le contexte de l'algue dans le monde, et puis après parler un petit peu de la Bretagne. Vous avez ici quelques chiffres. La production mondiale d'algues, c'est 21 millions de tonnes en 2011. Ce sont des chiffres de la FAO de 2013, avec deux principaux producteurs, donc la Chine avec près de 60% de la production mondiale, et puis ensuite l'Indonésie, un peu plus de 20%. Et ce qui est assez frappant donc, sur ce tableau que vous avez ici, avec une répartition par continent et en fonction donc, des années, c'est de voir finalement que la grosse partie de la production d'algues dans le monde est en Asie. Alors, ce qui est frappant, c'est que des continents comme l'Europe, on a des productions qui sont extrêmement faibles, puisque, comme vous le voyez sur ce tableau, on est bien en dessous du million de tonnes. Alors, les espèces qui sont particulièrement présentes sur ce continent asiatique, ce sont des laminaires, Laminaria, Capaficus et puis Porphyra, donc ce qu'on connaît plus sous le nom de nori et Undaria, donc le wakame. Donc ces algues sont surtout utilisées comme en tant qu'algues légumes pour la nutrition humaine. Et la deuxième application, c'est l'industrie des colloïdes. Alors, à ce jour, donc, les principales applications que vous avez ici, donc l'algue légume dans nutrition humaine, avec des bénéfices pour la santé, l'industrie des colloïdes, et puis ensuite viennent donc la cosmétique, le domaine pharmaceutique, la nutrition animale, la nutrition, la santé des plantes, et plus récemment dans ce qu'on appelle les carburants de troisième génération, le développement de biofuels, la production de biomasse et de biogaz, et puis également le développement de biomatériaux, de biopolymères. Donc même si ça reste encore marginal, on a maintenant plus d'1 million de tonnes de bioplastique produits. Donc vous avez ici un petit logo sur la droite. Alors je l'ai mis parce que j'ai trouvé très intéressant et c'est une communication que j'avais suivie l'année dernière qui concerne donc Satumi. Sato, ça veut dire village en japonais. Et puis Umi, ça veut dire mer. Et en fait, c'est justement ce petit diagramme représente la coexistence donc de la collectivité autour du littoral, des activités intégrées qu'il peut y avoir autour de ce littoral, et puis des effluents produits. C'est-à-dire c'est grâce à ce compromis qu'on arrive à bien monter aussi une filière. Je reviens maintenant à la Bretagne. Donc la Bretagne, c'est un territoire qui possède justement cet avantage d'avoir une énorme façade océanique et puis la mer, la Manche au nord, avec donc 2700 km de côtes, 800 îles, une importante biodiversité avec environ 700 espèces d'algues. Et aujourd'hui, donc, eh bien, cela contraste un peu, seulement 70 000 tonnes d'algues collectées. Bon, sans compter, là, ce sont des chiffres surtout basés sur la collecte d'algues brunes pour l'industrie des colloïdes, mais il y a aussi d'autres ramassages qui sont réalisés. Cependant, la France est quand même le premier producteur européen. On trouve donc essentiellement des algues brunes en Bretagne, donc collectées à Scophyllum laminaria, les espèces de Fucus, et puis dans les algues rouges, donc Chondrus crispus, Palmaria palmata, et depuis quelques années, donc Ulva sp.
Il y a aussi, à travers donc, ces algues, quelques espèces qui sont dites plutôt prolifératives et donc qui font l'objet de valorisation, donc Ulva sp avec des tonnages de l'ordre de 80 à 100 000 tonnes par an, et Soleria cordalis, qui est une algue rouge que l'on trouve essentiellement sur le littoral sud de la Bretagne, entre 6 et 9 000 tonnes par an, ainsi que Sargassum muticum, qui est une algue brune. Alors, pourquoi l'algue est aussi intéressante? Et là, c'est sur cet aspect-là que le laboratoire apporte aussi ses connaissances, ses compétences scientifiques. Alors, l'algue, c'est un concentré de matière minérale, entre 10 et 30%, avec des macroéléments type calcium, magnésium, potassium, phosphore, microéléments, iode, fer, zinc, manganèse, cuivre, chrome, molybdène. Donc là, ce sont des chiffres donnés surtout en relation avec l'ulve, avec Ulva sp. C'est également un végétal qui est très riche en protéines, contrairement aux végétaux terrestres. C'est ce qui en fait une richesse très intéressante, avec un taux de 10 à 25%. En sucre également, glucides, 25 à 60%, avec des sucres qui sont rares, dont la structure est particulièrement intéressante et auxquels on peut rattacher des activités biologiques. C'est par contre très pauvre en lipides, 0,5 à 3%, et c'est riche en vitamines. Donc là, quelques exemples pour l'ulve, vitamine A, B1, B12, C et E. Alors vous avez ici un petit organigramme qui montre en fait que, en fonction du degré de transformation de cette algue, eh bien, on va avoir différents types de marchés et puis également de valeurs ajoutées. Alors vous avez par exemple tout en haut de cette pyramide, donc ce qui représente peut-être la valeur la plus ajoutée, c'est le domaine cosmétique et pharmaceutique, mais avec des volumes très peu importants. Ensuite, on trouve donc juste en dessous la nutrition, l'alimentation animale, l'alimentation humaine, les fertilisants, etc. Alors, je vais peut-être donner ici quelques noms barbares, vous m'en excusez à l'avance, sur ce qu'est en fait l'algue et ses constituants. Alors, tout d'abord, c'est effectivement, comme on l'a vu à travers déjà ces premiers chiffres, l'algue, c'est vraiment une biomasse qui est particulièrement intéressante. Donc, j'ai insisté sur les côtés minéraux, protéines et vitamines, mais également sucre. Et c'est un produit particulièrement intéressant, mais très complexe aussi du point de vue de la structure. C'est-à-dire que vous avez ici un schéma qui représente donc la paroi algale, et cette paroi, elle, en fait, correspond à un assemblage de protéines et de polysaccharides. Dans le cas de Ulva, vous avez une petite représentation donc, sur la gauche. Eh bien, on voit donc un polysaccharide que l'on appelle l'ulvane, qui correspond au polysaccharide matriciel de cette espèce d'algue. Mais vous avez également d'autres polysaccharides, comme la cellulose, par exemple, qui fait partie du squelette de l'algue. Alors, à côté de ça, vous avez les figures 5 et 6 qui représentent une paroi d'algues brunes et à droite une paroi d'algues rouges. Donc, on a différentes méthodes pour investiguer en fait la structure de la paroi algale. Et il est particulièrement intéressant en fait de bien caractériser en fait cette paroi pour utiliser les bons outils technologiques de façon à transformer l'algue. L'algue, en fait, elle se distingue en fait des végétaux terrestres parce que d'une part, vous avez des constituants qui sont très différents. Par exemple, la lignine, alors, elle a été montrée quand même dans certaines espèces d'algues, mais est plutôt absente des algues. Simplement, il y a des travaux qui montrent que dans l'algue brune, par exemple, on peut avoir dans l'algue rouge, on peut avoir une présence de lignine. Mais sinon, on a essentiellement donc, dans les composés présents dans l'algue, la cellulose, des polymères type xylane, et puis manane, xyloglucane. Ici, un autre tableau montre également la caractérisation, les différents types de polymères qui sont présents dans les algues. Donc là, on a affaire uniquement à des polysaccharides. Ce sont des macromolécules donc, qui renferment donc, des sucres.
Alors, sur le projet que nous développons dans le cadre du consortium, du projet Ulvance, on a été amené en fait à caractériser différents constituants donc, des algues ulva, mais également pour comparer ici, vous avez des données concernant l'algue Soliaria cordalis qui est présente sur le littoral sud breton et également Sargassum muticum. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la particularité, c'est la richesse en protéines. Donc on voit ici que ces trois algues sont particulièrement riches en protéines et en sucre. Donc la particularité ici au niveau de Ulva, c'est la présence de groupements sulfatés et d'acide uronique. C'est caractéristique en fait du polysaccharide qui est présent au sein de cette algue et qui va donner en fait des possibilités de valorisation et d'application grâce aux activités biologiques qui sont liées à la nature de ces polymères. Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui à propos des algues, de génomique, de métabolomique, etc. Donc, beaucoup de termes en omique. Et en particulier, se développe depuis quelques années donc, cette notion de métabolome, c'est-à-dire qu'on peut caractériser pour une algue soumise à un certain stress l'existence de certaines molécules qui ont des propriétés biologiques particulièrement intéressantes. Donc on peut citer quelques phytohormones, pigments, des mycosporines, différents types de composés phénoliques, des terpénoïdes, des composés halogénés, des dérivés soufrés, dérivés d'azote. Dans le cas des algues vertes, on va trouver également des composés appartenant à ces familles-là qui ont des propriétés biologiques particulièrement intéressantes et qui peuvent être valorisées dans les domaines que l'on a cités. Plus particulièrement au sein du LBCM, notre contribution au projet Ulvance concerne en partie la transformation des algues en utilisant une technologie, donc une biotechnologie qui est l'utilisation des enzymes. Donc vous avez ici en fait un petit schéma qui présente le process appliqué aux algues, pardon. Donc on procède en fait à une transformation de ces algues par l'action d'enzymes qui sont des molécules qui vont agir justement sur les macromolécules que je vous ai présentées précédemment, à la fois sur les protéines et les polysaccharides présents dans les parois. Et donc ces enzymes permettent de modifier, si vous voulez, l'algue, de modifier, enfin en tout cas de déstructurer. On va déstructurer l'algue. Si vous avez déjà touché une algue, vous voyez, c'est un matériau en fait qui est particulièrement rigide. Alors ça varie évidemment d'une espèce d'algue à une autre, mais cette rigidité, elle est très liée à la nature des macromolécules dont j'ai parlé tout à l'heure, les polysaccharides, les protéines. Et donc là, si vous voulez, l'enzyme, elle va agir un peu comme un ciseau, c'est-à-dire qu'on va venir couper à l'échelle de la macromolécule et donc transformer l'algue et lui conférer des propriétés biologiques intéressantes. Donc vous avez ici un petit organigramme qui montre, alors c'est un petit peu complexe, mais qui montre en gros que grâce à cette technologie, on peut récupérer des fractions qui vont être plutôt riches en sucre ou en minéraux ou en protéines, c'est-à-dire en acides aminés, en peptides. Donc là, sur cet organigramme, on voit que l'activité biologique est très liée à la façon dont on va transformer l'algue, à la façon dont on va appliquer ce process. Un résultat intéressant aussi, lorsqu'on applique cette technologie à l'algue verte, eh bien, on peut rendre une partie soluble. Donc on peut produire une partie soluble de l'algue grâce à l'intervention d'enzymes, ce qui permet là finalement d'aboutir à des produits qui peuvent être ensuite, selon leur forme, introduits en solution ou au contraire dans des poudres après différents traitements physico-chimiques. En termes d'activité, donc je
je vais parler ici de deux types d'activités intéressantes qui ont été montrées depuis le début de la thèse de Kevin Hardouin. Donc, sur Ulva, par exemple, il a été montré donc, des propriétés antioxydantes d'extraits obtenus à partir d'hydrolyse enzymatique. Donc, cette propriété antiradicalaire, antioxydante est particulièrement intéressante dans le cas de produits qui auraient pour fonction la stimulation du système immunitaire, par exemple, de l'animal, mais aussi lorsqu'on va s'adresser à différentes pathologies liées au végétal. Alors on trouve évidemment une relation entre l'activité biologique et puis la composition de l'extrait que l'on utilise. Donc par exemple ici, l'activité antioxydante ou antiradicalaire est liée à la présence de molécules que l'on extrait dans le cadre de l'application de ce process, et en particulier donc de dérivés phénoliques. Donc ce travail, par exemple, a fait l'objet d'une publication toute récente dans le cadre de ce projet. Une autre activité que je peux signaler ici, c'est l'activité donc antivirale qui a été testée au laboratoire. Donc on a vu tout d'abord que l'extrait produit n'était pas cytotoxique, et d'autre part, on voit que une fraction en fait du polysaccharide possède une activité antivirale à des doses qui sont tout à fait correctes. Oui, tout à fait. Oui, donc juste en transition, après cet exposé scientifique, hein, ça a été les bases de notre projet. Puis Nival Collen va vous expliquer comment, à partir de ces bases, elle s'en sert pour mener les activités de recherche et bien sûr le développement. Voilà, c'est la transition. Oui, donc moi je veux plus parler sur ce que nous, on a montré de propriétés des algues dans l'application au terrain. Donc déjà, pour vous introduire le matériau amadite qui a été inventé au début des années 2000, parce que à partir de l'argile, qui est une des matériaux traditionnels sur lesquels travaille Olmix, notre produit phare, le Mistral, qui est un produit d'hygiène pour les animaux, pour ses propriétés de cicatrisation et d'assèchement. Les argiles ont également, par leur structure en feuillet, des capacités de captation de certaines molécules qui sont présentes ou qui sont posent des problématiques dans les élevages, notamment les mycotoxines, qui sont produites par des champignons, soit pendant que les blés ou le soja ou le maïs sont au pré, soit ensuite, pendant le stockage de ces matériaux, il peut y avoir d'autres champignons qui poussent dessus et qui produisent des toxines. Et ces différentes toxines, ils sont des effets d'immunodépression. Ils sont également des effets de réduire la reproduction des animaux. Donc on cherche beaucoup des solutions à les capter, parce que c'est des molécules très stables, que des traitements par la chaleur, etc., ça ne change rien. Par contre, l'argile de base capte certains mycotoxines, mais pas d'autres. Donc l'idée des chercheurs ou des personnels de Olmix en début des années 2000, c'était de trouver une manière d'augmenter les distances entre les feuillets de l'argile afin de permettre des molécules plus grandes à rentrer, à être captées par l'argile. Et les moyens qu'ils ont trouvés, c'est de mettre en contact l'argile avec des polysaccharides d'algues qui rentrent entre les feuillets et ensuite gardent les distances plus éloignées entre les différents feuillets.
Donc cette technologie a été brevetée dans les années en 2004. Et ici, ce schéma n'est pas à l'échelle parce qu'en fait les feuillets sont plus grandes que les distances entre les feuillets, mais ça montre un peu le système où est-ce qui se passe. En fait, l'argile, en présence de l'eau, il gonfle, les molécules d'algues peuvent rentrer entre les feuillets et garder cette distance. Et également, les présences des molécules d'algues changent les capacités d'échange cationique et anionique des argiles qui ont joué également un rôle dans la captation des mycotoxines. Mais les algues n'ont pas uniquement, comme a déjà dit Gilles, un intérêt structurel pour changer l'argile. Ils ont également des activités nutritionnelles, mais également biologiques, liées avec leur composition. Donc, comme tout être vivant, les algues sont composées de sucre, de protéines, de lipides, minéraux, etc. Et comme a dit Gilles, les particularités des algues, c'est qu'ils sont très riches en polysaccharides sulfatés, ce qui est quelque chose qui est totalement absent chez les végétaux terrestres. Et la sulfatation donne aux polysaccharides une activité biologique plus importante que les sucres neutres. Donc, chez les algues vertes, les polysaccharides sulfatés sont les ulvanes. Chez les algues rouges, les carragénanes et les agars. Et chez les algues brunes, les fucanes. Et les polysaccharides sulfatés n'ont pas d'activité nutritionnelle parce que les humains et les animaux n'ont pas les enzymes capables de les dégrader pour ensuite les absorber. Donc, ils sont uniquement une activité biologique. Et jusqu'au maintenant, le travail d'Olmix a surtout été concentré sur les polysaccharides, vu que c'est la composante qui sont présentes dans les plus grandes quantités chez les algues, autour de, ça varie, mais entre 30 et 50%. Et également, c'est les composants qui varient le moins selon la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les algues, qui sont des êtres vivants, on les collecte à partir d'avril-mai, quand ils apparaissent, jusqu'au septembre. Et ils ne sont pas forcément la même composition selon les saisons. En début de l'année, ils sont plus riches en protéines par rapport en fin d'année. Par contre, le composant sucre varie beaucoup moins. Donc ici, c'est juste pour un peu illustrer la variabilité de structure des polysaccharides d'algues. Donc, en rouge, vous avez toutes les différentes structures sulfatées chez les algues rouges. Ils sont surtout composés des composants de galactose avec des différents nombres de sulfates. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents nombres de sulfates donnent des différents caractères gélifiants à ces composés. Donc, le lambda carragénane en bas, qui a 3 sulfates par disaccharide, donne des solutions visqueuses, pendant que le iota carragénane, avec uniquement 2 sulfates, forme des gels molles, et le kappa carragénane, avec uniquement une sulfate, forme des gels solides, durs. Et ceci a une matière sèche d'à peu près 1%. Donc, c'est pour ça que les polysaccharides algaux sont également appelés des hydrocolloïdes, donc le col de l'eau.
Les fucoïdanes des algues brunes sont à la place des structures de fucose, également très sulfatées. Les fucoïdanes peuvent également être ramifiés, pendant que les ulvanes chez les algues vertes sont composés des acides uroniques, soit glucuroniques ou hydruroniques, liés avec du ramenose sulfaté. Et dans certains cas, il y a des présences de xylose. Et pendant que les algues brunes et les algues rouges ont été utilisées très longtemps pour l'extraction de fucocolloïdes, les ulvanes ne gélifient pas aussi facilement, même si on peut le faire gélifier, mais dans des conditions assez spécifiques qui sont moins intéressantes pour l'agroalimentaire. Donc, ceci montre la grande diversité chimique par les différents sucres, les différents types de liens entre les sucres et les différents groupes fonctionnels et leur position sur les disaccharides. Donc ça, c'est la sommaire de ce que j'ai dit, avec le fait que les sulfates donnent une charge aux polysaccharides, ce qui explique la réactivité chimique et biologique des polysaccharides algaux, et que c'est des substances qui sont utilisées en biochimie et en médecine pour ces différentes activités. Donc, les activités biologiques qui sont notées pour les polysaccharides algues sont notamment, comme déjà montré par Gilles, l'activité antivirale, une activité anti-inflammatoire, des activités immunomodulatrices, antioxydantes, également à aider la cicatrisation. Donc, une des activités biologiques que nous on utilise ou qu'on exploite dans nos produits, c'est la capacité des polysaccharides algaux de stimuler la sécrétion de mucine et ainsi agir pour protéger le tractus digestif des animaux. Parce que la mucine, c'est une couche également réalisée de sucre et dans lesquelles agissent les différentes molécules de l'immunité. Et plus que le muqueuse est épais, plus ça prend du temps pour les différents acteurs, les bactéries ou les radicaux hydroxyles, à traverser et rentrer en contact avec les cellules, et plus il y a du temps pour les capter et les neutraliser. Les activités antivirales, cette slide, c'est surtout pour montrer l'importance de la sulfatation des polysaccharides pour qu'ils aient une activité antivirale. Donc, dans la première diagramme, vous avez le IC50, qui est la dose qui diminue la mortalité ou l'effet du virus par 50%. Et avec une fucane sulfatée, vous avez besoin d'une concentration très basse afin de diminuer l'effet du virus. Si vous désulfatez le fucane, vous avez besoin d'une dose beaucoup plus importante afin d'avoir ce même effet. Ce même action peut être observée également avec la carragénane qui est au milieu, où il y a une variation de concentration de pourcentage de sulfate sur les molécules de 43 jusqu'au 52%, et vous observez que plus que le taux de sulfate est important, moins vous avez besoin d'une dose forte de molécules afin d'observer un effet de cette molécule. Mais il y a également un effet de poids moléculaire. Donc, dans le dernier, c'est de nouveau fucane, où avec une poids moléculaire de 38 kilodalton, une poids moléculaire plus petite, vous avez besoin de donner plus
de polysaccharides sulfatés par rapport à une poids moléculaire plus forte. Donc c'est juste pour montrer que avec l'algue entière en elle-même, vous n'avez pas forcément, c'est pas toutes les polysaccharides d'algues qui donnent toutes ces différentes activités biologiques, c'est certaines fractions qui peuvent avoir une activité antivirale pendant une autre fraction a une activité immunomodulateur. Donc, pour plus montrer l'action des activités antivirales, on peut dire qu'ils sont directs parce que les polysaccharides s'attachent aux récepteurs sur le virus, mais également sur les récepteurs cellulaires et empêchent que le virus rentre en contact avec les membranes cellulaires et peut ensuite entrer dans la cellule. Donc, ils ont un effet barrière. Cette slide est une sommaire de ce qui a été dit, qui montre que pour l'activité antivirale tout au gauche, pour une activité forte, vous avez besoin d'un taux de sulfate important et également une forte poids moléculaire. Pendant que pour une activité d'immunomodulation, vous avez également besoin d'un taux de sulfate important, mais c'est plutôt une fraction de petite masse qui a plus d'effet. Et ceci pour les différentes activités biologiques. Ce qui peut également être dit, c'est que on a déjà vu que l'algue ont un effet de changement de structure de l'argile, mais nous pouvons également avoir d'autres effets bénéfiques de mettre l'algue en contact avec l'argile, parce qu'il peut avoir des actions de synergie où les polysaccharides algaux, ils augmentent la sécrétion de mucine, mais ça a également été montré que les argiles augmentent la sécrétion de mucine et surtout diminuent la mucolyse. Donc, avec les argiles, on augmente l'épaisseur de couches de mucine et la présence des argiles diminue la dégradation, donc renforce cet effet de l'algue. Donc, on a également un effet que les algues améliorent la structure de l'argile, mais l'argile peut également protéger les molécules d'algues. Donc, par exemple, la nourriture animale sont souvent produites par extrusion, ce qui est un process qui à forte température. Et souvent, plusieurs molécules d'algues peuvent être dénaturées par des fortes températures, mais la présence de l'argile protège les molécules et fait qu'ils tolèrent des températures plus élevées que s'ils n'avaient pas été en présence ou protégés par l'argile. Et tout comme le travail à l'université, le travail en société ou une entreprise privée, c'est également un travail d'équipe. Donc, c'est un peu les personnes et les différents qui interagissent sur les projets de recherche et développement, donc avec un pôle management, des ressources de recherche et développement qui sont les personnels de laboratoire interne d'OLMIX, mais également la HAL Pilote. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas un rôle direct dans la recherche et développement à 100%, mais qui sont des commerciaux et qui ont des contacts avec les terrains, qui travaillent dans le développement des produits et remontent les besoins terrain de nouveaux produits. Nous avons également un support externe sur nos projets
scientifiques avec des vétérinaires, des experts process et également des experts en végétal et plusieurs thèses qui sont financées par des chiffres. Il y a également une grande partie de notre recherche et développement que nous ne sommes pas capables de réaliser en interne parce qu'on n'a pas toutes les compétences en tout ce qui est immunologie pour la santé animale, nutrition animale, également nutrition santé végétale. Donc on travaille beaucoup en collaboration et en partenariat, soit avec des sous-traitants privés ou académiques. Dans la recherche et développement industriel, il y a toujours une question de changement d'échelle. Il faut pouvoir d'abord le réaliser au laboratoire en petite échelle, faire les analyses pour voir est-ce que cet matériel ou est-ce que cette formulation, est-ce qu'il se comporte bien? Déjà, quand on mélange des poudres, est-ce qu'il y a un déphasage entre les différentes poudres? Il y a beaucoup de questions assez pratiques qu'il faut d'abord tester pour voir, pour valider la formulation. Ensuite, on peut aller à la halle pilote où cette formulation est réalisée dans les kilogrammes afin de permettre des essais sur le terrain avec les animaux pour voir est-ce que cette formulation a vraiment un intérêt soit de nutrition ou de santé animale ou végétale. L'halle pilote a également l'intérêt que ça peut permettre de développer ou de mettre au point des techniques industrielles ou tester des techniques industrielles à plus petite échelle qui sont moins coûteux que de les faire à l'échelle de la production. Donc là, le pilote joue vraiment deux intérêts différents. Là, dans une recherche et développement produit, mais également une recherche et développement process. Et finalement, quand on est contente de notre formule, on part en production industrielle, et là, c'est dans des quantités de tonnes. Le laboratoire joue également un double rôle. C'est l'endroit où on réalise les premières formulations, mais on l'utilise également pour valider que les analyses de ce qui est produit à l'échelle industrielle est conforme avec cette première formulation réalisée au laboratoire. Donc, les différentes expérimentations qui sont réalisées au laboratoire, c'est dans un but réglementaire et qualité pour faire l'autocontrôle, parce que nous avons certaines étapes de contrôle. Par exemple, pour les algues, il faut qu'on leur teste pour les matériaux indésirables tant que les métaux lourds. Et ça, nous, on ne le réalise pas en interne, mais c'est réalisé en externe. Également, les taux réglementaires des bactériaux. Mais on peut faire un autocontrôle entre les contrôles réglementaires pour valider que notre process soit bien conforme. Nous réalisons également des analyses sur notre matériel premier, les algues, pour avoir une connaissance de son variabilité selon les saisons, mais également sur les différents sites de collecte. Est-ce que c'est les mêmes algues qu'on collecte à Douarnenez qu'à Brest, par exemple? Est-ce qu'elle a les mêmes propriétés? Donc ça, c'est des analyses qui sont réalisées au laboratoire interne. Et également, les polysaccharides sulfatés, vu qu'ils ne sont pas présents dans les plans terrestres, les laboratoires d'analyse sur lesquels nous on travaille, sur beaucoup d'autres analyses, par exemple LDA22, qui a maintenant un nouvel nom,
ils ne sont pas l'habitude de travailler avec les polysaccharides sulfatés. Et du coup, ils ne sont pas, même si nous on donne le protocole, ils n'ont pas le réflexe de se dire est-ce que cet résultat que j'ai est cohérent ou non. Donc c'est pour ça que sur les algues, on a préféré de développer notre connaissance en interne. Et ça nous permet également de faire le fractionnement et d'identifier les fractions actives biologiquement et d'identification de nouveaux procédés. Donc, après tous ces exposés, donc, notre ambition, on revient à ce que nous avions dit au début, vraiment aller de la récolte au produit fini. Donc, la phase récolte, l'exploitation de cette récolte et surtout la commercialisation. Donc, les chiffres en bas, les algues, le programme se développera pour atteindre 15 000 tonnes d'algues vertes. Et cela objective à 5 ans environ 130 millions de chiffre d'affaires issus de ces algues, répartis sur 100 000 tonnes de produits dans le monde végétal, 25 000 tonnes pour l'animal, et la santé animale, c'est beaucoup moins en tonnes, parce que vous l'avez vu, c'est des molécules très petites, dès qu'on parle de la mucine ou de la paroi, et il ne faut pas en injecter beaucoup aux animaux. Le consortium, je vous l'avais présenté rapidement, mais la répartition des tâches, donc Agrival et la SICA Saint-Paul assurent les opérations de récolte, tri, stockage et conservation, de façon à avoir des algues un peu toute l'année. Olmix fait tout ce qui est le cracking, la séparation, le raffinage de l'algue, et en sort les principes actifs. Et avec l'aide, bien sûr, des académiques, là on voit l'UBS et le laboratoire de chimie marine. Ensuite, pour la commercialisation, PRP prend tout ce qui est grande culture et horticulture. Melspring est plus sur tout ce qui est un petit peu jardinnerie et hobby, on parlera des terrains de golf tout à l'heure. Et la nutrition animale, c'est le domaine d'Olmix. Et Amadéite fait plutôt la santé animale. Voilà le consortium Ulvance. Donc les résultats obtenus, pour avoir des résultats, il faut déjà avoir l'accès à la matière. Je rappelle que la filière démarre en matière première. Ça, c'est des photos qui malheureusement arrivent de temps en temps sur les plages bretonnes. C'est un arrivage massif et on n'a pas d'autre solution que d'y aller avec des moyens lourds pour les évacuer. Donc nous avons essayé avec ces algues-là. Le problème, c'est qu'elles contiennent environ 50% de sable. Donc, quand une tonne arrive à l'usine, en fait, il n'y a que 500 kg d'algues et il y a 500 kg de sable. C'est extrêmement chargé et plutôt pénalisant parce que pour que les algues s'égouttent de leur eau, souvent des tas sont formés en bout de plage, peuvent y rester jusque 24 heures et de l'algue qui est privée de son milieu marin, qui est exposé à l'air ambiant, dégage par les groupements sulfatés de l'hydrogène sulfuré, plus communément appelé l'H2S. Donc ça, c'est une algue qui n'est pas dans nos consignes de sécurité. Donc ce que nous avons, là c'est une carte en Bretagne, oui. Les capacités de déchetterie d'algues vertes en Bretagne, 75 000 tonnes à ce jour, réparties à peu près sur tout le littoral. Donc, vous voyez en jaune Ulvance avec ses 15 000 tonnes. Donc, il était impératif pour nous, avec ce qui vient de vous être présenté à l'instant, d'avoir une bonne matière première. Un dicton dit souvent que pour faire du bon, il faut partir du bon. Donc, notre matière première, nous avons actuellement 3 procédés. Un procédé de chalutage en mer, qui met les algues dans la caisse en bois que vous voyez sur la plate. Et ensuite, nous les prenons. Durée de ramassage environ 6 heures en mer. Transfert de la benne une demi-heure. Arrivée à l'usine, on est sur une algue qui a au maximum 8 heures. Et elle est traitée dans la foulée. Aucun développement d'H2S, aucune dégradation de l'algue. Algue intacte. Bonne matière première.
Un autre procédé qui est le procédé de ramassage en rideau. Ce procédé innovant a été testé déjà au cours de l'année 2011. Nous l'avons repris, nous, pour 2013 et 2014. Il s'agit en fait un peu comme un pick-up qui roule dans le rideau d'eau entre 50 et 80 cm d'eau et qui va passer dans l'eau environ à 30 cm des fonds marins et qui va, avec un système de pick-up, on est un peu inspiré du monde agricole lorsqu'on ramasse les pommes de terre ou autres, qui va prélever les algues. Et l'intérêt de ce procédé-là, c'est qu'il ne touche en rien à la biodiversité. C'est-à-dire qu'ensuite, la trémie est pleine, on la décharge dans une benne et il n'y a aucun poisson vivant, aucune biodiversité. Donc il y a de l'algue et que de l'algue. Ce procédé a été testé l'année dernière. Il donne de bons résultats au niveau de la capture de l'algue. Il reste des problèmes de mise au point et notamment de pression au sol. Donc pour cette année, le système de roulage de la machine a été modifié de façon à descendre par 5 la pression au sol et d'arriver, lorsque l'engin passe, au poids au mètre carré équivalent à un piéton. Et le procédé pompage, qui est le troisième procédé, là c'est inspiré d'une pompe qui va au large ou dans des zones réputées inaccessibles par la mer où malheureusement il y a des algues, par la terre du moins. Donc là on peut être à quelques mètres des rives, comme on peut être à 3 ou 4 000 du rivage. L'idée est de pomper les algues avant qu'elles n'arrivent et qu'elles ne s'échouent. On observe parfois des algues qui peuvent rester jusqu'à 2 ou 3 jours à 800 mètres ou à 900 mètres et ne jamais s'échouer, repartir au large, comme on peut en avoir à 2 ou 3 000 qui brutalement en une nuit ou en une après-midi vont venir s'échouer. Donc vous voyez là 3 procédés, hein, le procédé de collecte en mer par chalut, le pompage et le ramassage dans le rideau. Quelque chose qui a été très rapidement dans notre ADN de projet, si on peut dire, c'est la gestion de la sécurité. Au-delà des problématiques d'H2S dues à la matière qui se dégrade, il était impératif pour nous, lorsque l'on monte une filière, de la monter en toute sécurité. Donc, de la machine de collecte jusqu'au raffinage, nous avons monté avec un cabinet extérieur un fascicule de sécurité Ulvance qui permet de détailler chaque opération et toutes les mesures qui sont prises, les points de contrôle, voire les équipements des personnels. En amont de la matière, en amont du travail, du raffinage, chaque opérateur a un détecteur qu'il porte sur lui pour mesurer le taux d'H2S. Donc on protège à la fois les installations, les hommes et bien sûr les hommes. Le quotidien, donc, c'est une question qui revient souvent. Comment ça se passe quand vous êtes 5 industriels, 2 laboratoires? Comment vous arrivez à vous parler, différentes équipes, la recherche, là, le pilote, les équipes de terrain? Ben, nous avons tout simplement une méthode de conduite de projet. Là, vous voyez différentes bulles, on appelle ça des anneaux dans notre jargon. Et chacun n'est pas isolé, au contraire, tout le monde est lié et tout le monde est dans le coup, que ce soit des équipes de travaux neufs, les équipes de juridique, les équipes de développement terrain, les équipes d'analyse, tout ça travaille ensemble, se voit régulièrement et une fois toutes les 3 semaines environ, on fait un petit point d'1 heure qui a un peu une mise en commun des avancées de façon à garder cette cohésion. C'est notre méthode de conduite de projet. Le travail d'expérimentation, donc là je vais... Comment? Tu prends la parole, Pi ou... Tu peux faire, voilà, c'est vraiment l'expérimentation au jour le jour. Oui, c'est l'expérimentation, mais également les matières premières sur lesquelles Olmix a une expertise et sur lesquelles nous, on utilise pour nos différentes formulations. Donc, Olmix, historiquement, commençait avec les sels inorganiques pour la nutrition animale. Depuis 1997, il y a le produit Mistral à base des argiles qui a été incorporé.
et sur lesquels nous avons, sur les différents types d'argile, nous avons actuellement aujourd'hui des compétences. Et depuis les dernières 3-4 ans, on commence à travailler sur les algues. Donc, on a déjà une compétence sur nos matières premières, mais également sur leur mise en contact et leur transformation, et les formulations de produits pour les différents marchés sur lesquels les différentes sociétés travaillent. Donc là, c'est quelques premiers résultats des produits qui ont été formulés dans le cadre du projet Ulvance. Donc ici, c'est des produits de la société Amadit pour la santé animale. Ce qu'il faut dire que les produits de chez Amadit, c'est soit des liquides, soit des cachets effervescents, un peu comme comment on dit, les aspirines, les paracétamol. Donc c'est juste que c'est un gros cachet comme ça qu'on met dans le système d'eau pour les animaux, donc un cachet pour 1000 litres d'eau. Et ensuite, les animaux boivent, ils sont des distributions d'eau automatiques. Et ces traitements sont réalisés entre 3 à 5 jours pour une stimulation de défense immunitaire et pour limiter l'usage préventif des antibiotiques. Donc ici, les résultats qui ont été réalisés sur 2000 poules, ou 2000 à partir de poussins jusqu'aux poules en Côte d'Ivoire. Donc avec où le contrôle a été réalisé avec une antibiotique et le bâtiment où le produit Amadit a été utilisé sans antibiotique. Et ce qu'on peut observer, c'est une gain de poids quotidien qui est augmenté par 25%, un indice de consommation, du coup la quantité d'aliments que les animaux mangent, qui a diminué par 5%, et une diminution de la mortalité de 44%. Donc presque une diminution par 2 de la mortalité. Ce qui a un grand impact, et ça c'était en comparant avec le cas où on utilise un antibiotique en préventif. Donc les différents produits à base d'algues ont vraiment un effet bénéfique pour les animaux. Nous avons également réalisé des essais sur les crevettes, ici dans le cadre de l'alimentation et la protection du tractus digestif. Donc c'est un produit à base d'algues et d'argile. Et là, ces produits-là sont incorporés dans l'aliment à entre 0,1 et 0,2%. Des taux entre 0,1 et 0,2%. Donc ce n'est pas un apport nutritionnel, c'est vraiment un additif alimentaire. Donc ici, ce produit a été rajouté pour des crevettes qui ont été nourries pendant 60 jours avec des différentes diètes. Donc en bleu, une diète basique, en rouge le même nutriment, mais avec un ajout d'un composé algue-argile à 1 kg par tonne. En verte, cette même nutrition, mais le produit algue-argile à 2 kg par tonne. Et en mauve et en bleu, et en fait, ils sont on voit que le bleu parce que le mauve est en dessous. Donc, c'est 2 différents taux d'un autre produit algue-argile. Et ce qu'on peut observer que par rapport aux diètes basiques, on réduit les mortalités après un challenge infectieux avec du Vibrio arvi.
Et finalement, dans des cadres de santé, nutrition végétale, donc des produits Marathon Biopass, qui est une engrais foliaire utilisé pour les golfs, afin de permettre d'utiliser moins de pesticides et des produits chimiques, et également de diminuer les taux d'arrosage, parce que ces produits aident à un meilleur développement des racines latérales, et ceci aide la plante à utiliser l'eau présente déjà dans le milieu et avoir besoin d'être moins arrosée. Il a également un effet donne une meilleure résistance face aux différents types de maladies fongiques, et le golf repart plus facilement après l'hiver. Le biopass peut également être utilisé sur des plantes à fruits rouges, où on peut également observer une diminution des infections de botrytis. Ça augmente la concentration en éléments nutritifs dans les fruits et une augmentation dans le nombre de fruits sur les plantes. Ça, c'était les essais réalisés avec Melspring. Ici, c'est les essais réalisés par PRP en 2013 avec leur nouveau amendement de sol réalisé avec un composant algues dedans. Donc, eux, ils sont vraiment partis sur un grand nombre d'essais afin de pouvoir identifier l'effet de ce produit sur différents types de sols, différents climats, et pour valider que ça a un effet bénéfique sur la totalité du terrain. Oui. Donc celle-ci, ça regroupe juste les différents produits réalisés dans le cadre de l'ULVANS pour le groupe Walmix. Oui, donc on arrive à la fin, ça a peut-être été un petit peu plus long. Le sujet est vaste. Comment, à partir d'une algue dans la mer, arriver à autant de choses. On y arrive. On est plutôt bien en marche de notre programme. Ça fait déjà 2 ans et demi. Il reste 1 an et demi avant d'arriver au terme. La BPI qui nous suit trouve qu'on est bien dans le rythme. Il y a déjà du premier chiffre d'affaires qui arrive fin 2013 et en 2014. Donc nous sommes plutôt en avance sur le tableau de marche du développement. En termes ronds, c'est à peu près 50 emplois qui ont été créés déjà, bon, essentiellement des emplois d'ingénieurs, de techniciens, mais aussi des emplois, comment dirais-je, de techniciens de manipulation, parce que dans la halle pilote, il faut mettre en place ce type d'expérience. On ne vous cache pas quand même un petit peu notre étonnement à découvrir autant de richesses dans l'algue et surtout autant d'effets positifs, que ce soit dans les bâtiments d'élevage témoins ou dans les champs. On a parlé du golfe, on a parlé des serres où il y a de la fraise et tout ça. Et vraiment, nous sommes à la fois contents, mais surtout à la fois surpris de voir à quelle vitesse notre projet, qui était quelque part de donner une réponse alternative à la surconsommation d'antibiotiques ou de pesticides, a proposé une alternative. Et on va en terminer là, c'est-à-dire qu'à partir de la mer, l'homme et le français connaît surtout la terre, c'est un cultivateur de génération en génération. Là, il faut aller chercher des ressources dans la mer et les mettre à profit. Il y a un travail éducatif, il y a un travail auprès des vétérinaires, des prescripteurs qui est assez fort à faire, mais qui vraiment nous motive tous les jours.
On n'a peut-être pas été complet, on a peut-être été trop dans les détails ou pas assez, mais on est vraiment à votre disposition pour les questions, pour tout éclairage qu'on aurait omis, quoi. On vous a proposé de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Si, premier producteur d'algues. Il y a un micro, je crois. Allez-y. Considérable par rapport à l'Europe, parce que l'Europe était à zéro. C'est uniquement au niveau nutritif, en fait, la production d'algues, l'utilisation des algues en Asie, enfin, dans le reste du monde. Ou alors il y a des avancées dans les autres pays, dans des produits tels que vous faites. En Asie, la grosse production, c'est surtout sur l'alimentation. Vu qu'ils ont une tradition beaucoup plus longue qu'en Europe sur la consommation humaine des algues, et qu'ils produisent beaucoup d'algues brunes qu'ils utilisent pour un apport de iode pour les populations intérieures. Mais il faut également dire que même en Asie, le part qui est utilisé pour la purification de phycocolloïdes augmente. Je ne sais pas en Asie à quel niveau il existe d'autres produits en nutrition animale, végétale et en santé. Mais je sais qu'il y a des sociétés en Afrique du Sud, qui réalisent également des fertilisants et immunostimulants à partir des algues brunes. Et également au Canada, une société qui, à partir d'Ascophyllum, réalise des additifs alimentaires pour les animaux et pour les plantes, également à base d'algues brunes. Et en Australie, une des sociétés qui fait la purification de fucoïdal pour la santé humaine. Donc j'imagine que ça existe également en Asie, mais que c'est moins facile à trouver vu la différence d'écriture, etc. S'ils ne sont pas une vocation d'aller à un export, leurs sites internet ne sont pas forcément traduits. Vous faites du complément alimentaire pour l'élevage. Est-ce que ça modifie l'aspect gustatif des viandes produites? Et est-ce que vous faites des essais, des blind tests sur l'élevage alimentaire? En fait, on fait pas de complément alimentaire. Vous en avez vu un petit peu dans la crevette. C'est des doses infimes. Quand on met 2 kilos à la tonne d'alimentation, c'est à peu près. C'est complément, oui. Mais dans ces 2 kilos... Non, mais dans ces 2 kilos, c'est pour redonner un peu les proportions. Il y a peut-être 30 à 50% d'algues. Donc on a un apport d'algues qui, somme toute, est faible par rapport à la quantité ingérée par l'animal. Mais à ce jour, on n'a pas suffisamment de fermes tests, mais on n'a eu aucune remontée de goût. Hein. Donc ça, c'est les professionnels qui le disent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a pour aider actuellement à commencer à regarder. C'est juste que... On a l'autre idée, ça serait au contraire de dire que les cheptels, on pense surtout aux porcheries, à la truie et aux cochons, qui auraient été nourris à partir de nourriture algale, auraient peut-être une viande meilleure que l'autre. Donc c'est à voir dans quelques années, faire des tests d'analyse sensorielle et voir avec des élevages témoins et des élevages tests. Mais là, vous êtes 2 ans en avance. Dans 2 ans, on vous
vous en dira plus. Non, avec mais c'est dans l'idée. Vous avez les essais. À votre avis, est-ce que le fait de mettre des algues directement dans le potager, ça apporte quelque chose à l'agriculture? D'abord, quelle algue? Et je pense que ça doit apporter quelque chose. Je vais répondre ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents faisaient. C'était courant d'aller sur la plage chercher des algues et d'apporter. Quel est le bénéfice? C'est ça la question. Plusieurs bénéfices. Déjà, ça apporte une source organique, mais par les polysaccharides, mais également une source organique capable de capter l'eau. Donc votre sol va être capable de garder plus d'eau plus longtemps par rapport à un sol sans algues. Mais ça rajoute également des minéraux qui, sur les zones côtières, sont peut-être pas manquantes, mais plus dans les terres peut être manquantes. Et également, quand les polysaccharides algaux sont dégradés, ils miment un peu les molécules qui sont présentes quand il y a une attaque par des champignons. Donc les plantes se mettent un peu en veille et sont déjà prêtes que quand il y a une attaque, et ils répondent plus rapidement et peuvent se protéger plus efficacement. Il y a un autre effet, on n'a pas montré la diapo, on ne peut pas les montrer toutes. C'est PRP qui a mené cet essai sur quand même un champ assez représentatif, notamment sur de la betterave sucrière, et un champ qui avait été traité avec des produits d'origine algale avait un meilleur enracinement et surtout une masse aérienne foliaire plus importante. Donc c'est directement lié, quand il y a plus de feuilles, la betterave est plus grosse et plus de sucre. Donc ils ont des résultats assez significatifs là-dessus par rapport d'algues. L'algue nourrit quelque part le sol et le protège. Et si on mélange un peu d'argile avec des algues, c'est lié, non? Il faut plus faire attention de ne pas mettre trop. Parce que ce qu'on peut observer dans presque toutes les essais scientifiques avec les algues, tant en nutrition santé animale qu'en végétale, c'est que c'est bénéfique jusqu'à 5%. Et après, au-delà, ça commence à avoir plutôt un effet néfaste. Donc il faut bien doser l'apport. Merci. Au niveau de la collecte, en fait, les algues, une fois qu'elles sont échouées, elles sont utilisables. Et la deuxième question, au niveau de la ressource naturelle, vous pensez qu'en fait, au niveau des algues vertes qu'on a là, vous allez avoir suffisamment? Comment ça va se passer? En fait, on va manquer de ressources ou alors on en aura toujours? Il y a deux questions, il va y avoir deux réponses. La première question, c'est l'algue verte, comment elle se comporte quand elle est échouée. On sait maintenant, avec le recul que nous avons, c'est que si elle arrive à l'usine dans la demi-journée et si elle est traitée, il n'y a pas de risque. Donc elle est encore intacte, on va dire. C'est quand elle reste plus de 24 heures en bord de plage que là, vraiment, elle se décompose, elle blanchit, elle est plus verte, elle devient jaune, blanche, et là, avec de fortes odeurs qui, elles, sont toxiques. Le gaz H2S respiré peut entraîner des graves complications pulmonaires. Donc oui, l'algue échouée, on prend plutôt de l'algue de rideau ou de l'algue pêchée en mer, mais on en prend. Concernant la ressource, aujourd'hui, nous sommes dans un programme de lancement. Nous ne sommes pas à 15 000 tonnes, nous sommes à entre 500 et 2000 tonnes selon les premières années et l'année 2014. Donc aujourd'hui, on a assez, dans les 4-5 ans, on a assez. L'idée, c'est de faire un bon raffinage pour d'abord toute l'algue qui est disponible, le faire. On a vu que les capacités de stockage et de traitement de l'algue étaient importantes. Nous ne nous présentons pas comme des nettoyeurs de plage, hein, et il y a des gens qui savent faire ça. Par contre, on va essayer de monter dans la filière des engins et des capacités de réactivité
que si un arrivage massif est prévu, ben, autant le traiter tout de suite plutôt que ce qu'il s'échoue. C'est pour ça qu'on développe le procédé de pompage. Et dernier éclairage à votre question, nous nous orientons de façon très expérimentale vers la culture d'algues en serre. C'est-à-dire que si vraiment nous manquions d'algues, et sachant qu'il y en a soit en Chine, soit au Canada, en Côte d'Ivoire, il y a d'autres gisements d'algues. Mais pourquoi pas imaginer une culture d'algues, parce que le but est de contribuer à l'éradication. On n'est pas pour les algues, ça, nous on l'utilise parce qu'elle est présente, mais pour assurer le chiffre d'affaires qu'on est en train de développer, s'il fallait des bassins qui permettraient d'avoir un périmètre contrôlé de culture et de biodisponibilité d'algues. Oui, moi j'ai une question qui, c'est une question d'industriel. Votre capacité à résister aux industries chimiques du production d'antibiotiques, parce que vous êtes petit quand même par rapport à Bayer ou autre. Oui, on est, je dirais même plutôt très petit. Et on n'a pas les moyens médiatiques, on n'a pas la masse de chercheurs, la masse de lobbying qu'ils peuvent avoir à Bruxelles ou à d'autres. À l'instant, nous avons de bons résultats. Je pense que ça sera notre meilleure carte de visite. Et nous observons que les mentalités changent. On a des éleveurs, on a des agriculteurs, on a du grand public qui commence à dire la résistance aux antibiotiques, à force, tous ces antibiotiques dans les animaux, un jour ou l'autre, on les avale, nous, les légumes, les choses comme ça. Donc le grand public est sensible à une démarche plutôt naturelle de traitement des maladies ou des problématiques. Ça sera long, mais on n'a pas non plus pour ambition à prendre toutes les parts de marché. La Révolution, on faisait le calcul que si on prenait 2% du marché de ces grandes firmes, cela représente 100 milliards de chiffre d'affaires. Ben, si vous vous rendez compte. On est très petit et on aurait quand même du marché. Donc il y a à faire. Pour compléter la réponse de François, il y a aussi l'évolution de la réglementation qui fait que la disparition, enfin, en tout cas sur les antibiotiques, la réglementation européenne depuis 2006 fait qu'il y a une diminution en fait, de l'usage des antibiotiques dans les élevages. Et puis l'autre chose qui aussi est assez favorable, c'est la mise en place de labels pour la labellisation aussi bien de produits alimentaires, mais aussi de plantes. Donc ça veut dire que ça rentre dans une logique de développement d'une chaîne, on va dire entre guillemets verte, ou certains l'appellent bio. Voilà, c'est un ensemble. Dans le cadre du développement des médicaments, vous produisez déjà des antiviraux ou c'est à l'état de recherche? Là, on a déjà un petit peu de chiffre d'affaires. Dans les résultats qui ont été montrés en Côte d'Ivoire, il y a un début de gamme et il y a de la commercialisation. C'est pas du médicament, c'est pas du médicament. Hein. Et ça n'a pas l'AMM, ça n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. On ne rentre pas dans ces 15 années, comme disait monsieur, c'est ces 15 années de travail, de lobbying, c'est des millions d'euros, de dollars de travail. Ce n'est pas la vocation de notre filière. La vocation de notre filière, c'est d'arriver naturellement avec des solutions naturelles. Il y avait une chose qui m'avait étonné dans la présentation des résultats, je n'étais pas sûre d'avoir compris. L'essai sur l'élevage avec antibiotiques et sans antibiotiques, vous avez parlé d'un gain un moyen quotidien, oui. Et ça, c'est un gain en poids? Un gain en poids, oui. Mais là, il est exprimé en pourcentage. D'accord. Donc, le gain moyen quotidien a été augmenté par 25% dans celui qui était sans antibiotiques. Oui. Et du coup, je suis étonnée parce qu'avec antibiotiques, on dit toujours que ça augmente la quantité musculaire des animaux. Tout à fait, mais c'est également une des utilisations des produits algargiques, c'est également pour agir en alternative
aux antibiotiques comme comment on dit ça, des facteurs de croissance. Oui. C'est une des effets. Ça, c'est une résultat sur à peu près 2000 poules. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un résultat parmi une vingtaine de résultats réalisés en Côte d'Ivoire, en France, en Vietnam, donc dans plein de pays différents dans le monde. Et il faut dire que les résultats sont assez robustes, qu'on observe rarement une diminution de l'indice de consommation aussi élevée que dans cet essai ici, mais quand même une diminution de l'indice de consommation et vraiment une diminution de la mortalité, qui est toujours près de 50%. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la conclusion. Nous sommes les premiers surpris d'avoir entre les mains de tels résultats. Et croyez-moi que si on les passe cet après-midi ou si on les publie, c'est que ça a été fait et refait dans plusieurs bandes d'élevage. C'est assez impressionnant. Oui, je suis ancien agriculteur bio. Je crois savoir qu'il y a des agriculteurs bio qui travaillent avec vos produits, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont agréés par les différents cahiers des charges bio? Donc voilà, première question. Deuxième, sur ces résultats de mortalité en élevage, on sait qu'il y a beaucoup de mortalité dans les élevages intensifs. Est-ce que vous avez les mêmes résultats en élevage bio? Deuxième question. Troisième, ce sera la dernière. Je reviens sur votre déclaration comme quoi vous n'avez pas vocation à entretenir les algues vertes. Or, ça je le comprends, et puis vous n'avez pas intérêt pour votre image non plus à entretenir cette image. Par contre, vous avez un partenaire qui s'appelle la CICAD Saint-Paul, qui est quand même une grosse coopérative légumière du Nord Finistère, et qui fait partie du lobby agricole, et donc indirectement, vous participerez sans doute aussi à ce lobby d'une agriculture qui est très destructrice de la nature et consommatrice de deniers publics. Alors, on va revenir à la première question. Si j'ai bien mémorisé, les essais que nous faisons actuellement, ce n'est pas spécifiquement dans des élevages bio ou pas bio, c'est plutôt dans des élevages intensifs, hein, avec de grandes bandes d'élevage. Pour la France. Ouais. Vietnam aussi. Nos produits ne sont pas aujourd'hui agréés bio pour la difficulté d'agréer les algues en bio. L'algue bio n'existe pas puisqu'on la prend comme elle arrive. Il faudrait que les eaux soient déclarées et tout. C'est pas aujourd'hui dans la filière, c'est pas notre premier travail de déposer un label bio sur les produits issus d'une vente. Notre premier souci, c'est de faire de la recherche, du développement, de mettre sur le marché des produits issus de matières algales. Mais s'il devait y avoir un label bio, ça sera peut-être dans le futur, mais ce n'est pas notre premier souci. La filière algues bio, elle est en place depuis 1 ou 2 ans. Mais en cueillette. Consommation humaine. En cueillette. Et en consommation humaine. Nous n'intervenons pas sur la consommation humaine. Hein. C'est bien le monde animal et le monde végétal. Ce n'est pas les mêmes savoir-faire. Nos collègues de l'alimentation humaine sont très forts et nous, on n'a pas leur avancée, on n'a pas c'est pas notre. Il faut quand même dire qu'on commence à prendre des informations de qu'est-ce qu'il faudra faire afin d'avoir l'algue bio. Bien sûr, on regarde ça, mais c'est juste que c'est des dossiers qui prennent assez longtemps à monter parce qu'il faut surveiller la qualité des eaux, etc. Et ceci sur plusieurs années. Donc, c'est pas pour demain. Et
Sinon, concernant la CECA Saint-Paul, donc je ne suis pas salarié, mais je vais quand même tenter d'apporter un éclairage. Agrival, qui est la filiale de la CECA Saint-Paul, elle est en charge de tout ce qui est collecte, premier lavage, premier tri, stockage s'il y a besoin, ou expédition à Bréant. Donc il n'y a pas de raffinage qui est fait. Elle a rejoint ce consortium de par sa proximité du littoral, de Douarnenez à Illion, il y a quoi? On est à 80 km maximum de l'usine. Donc elle a un savoir-faire sur l'arrivée, comment dirais-je, massive des légumes et saisonnières. Et donc il y a quand même des équipes à gérer sous des contrats saisonniers avec du matériel, tout ça, c'est un savoir-faire. Et concernant son engagement, à ce jour, plus de 2 ans et demi dans le consortium, ça n'a posé aucun problème dans le management du consortium, quoi. Donc maintenant, le lobbying de la zone légumière, je pense qu'on est dans le légume de la terre, alors que là, lorsque nous parlons d'algues, on est dans le légume de la mer, quoi. Donc c'est quand même deux choses différentes à son niveau, et on se rend compte aussi que le légume de la mer est peu connu. Concernant les espèces d'algues que Olmix travaille, est-ce que c'est spécifiquement l'ulve, ou est-ce que vous les associez aussi avec d'autres types d'algues? Et comment Dans le cadre de l'Ulvance, c'est surtout l'algue verte, parce que là, il a fallu développer de nouvelles méthodes de collecte afin de pouvoir réaliser les collectes d'algues. Mais il faut également dire que, comme présenté par Gilles, nous travaillons également l'algue rouge sur les Rea cordalis. Et dans nos produits, nous utilisons également des algues brunes, mais là, on les achète d'autres fournisseurs d'algues brunes. Des laminaires pêchés en Bretagne ou... Il faut dire que je ne sais pas d'où viennent nos algues brunes, en fait. Je sais qu'on les achète en Bretagne, mais est-ce qu'il vient de Bretagne, c'est autre chose. La filière que nous montons, là, que nous avons présentée, c'est essentiellement de l'algue verte, c'est Ulvance, ça. Plus tard, s'il faut l'agrandir, et tout ça, je pense qu'on est dans la politique des petits pas, on fera chaque chose. On ne pensait pas être là aujourd'hui avec déjà tout ce qui a été fait. Il faut des hommes, il faut des chercheurs. C'est facile à dire, il faut les intégrer à un programme, il faut les manager, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et ça, c'est le plus dur quand là, on vous dit 50 personnes qui sont rentrées dans le programme. Faut tenir ça. Mais pourquoi pas, hein, je pense que ça sera complémentaire et plusieurs espèces pourront faire un bon aliment. Je voudrais savoir l'aspect saisonnier de la ressource, quoi. Donc comment vous le gérez, parce qu'en fait, ça se... Tout à fait. La gestion n'est pas... J'aurais dû en parler, excusez-moi. L'algue arrive, bon, on dit d'avril à novembre. L'année dernière, ça a été fin mai. Cette année, c'est parti pour être aussi fin mai. Alors, voilà. Lorsque ça arrive, une grosse partie va directement chez Olmix. Donc, du Nord Finistère descend trier, laver chez Olmix. Et ce qu'il y a en plus, on a deux techniques de report. Une première technique qui est la surgélation-congélation. On n'invente rien, c'est ce qui se fait dans les légumes. Hein. Et l'autre technique qui est la concentration et le séchage. C'est-à-dire qu'on enlève de l'eau, et en enlevant de l'eau, la matière est plus concentrée, à moins d'activité de l'eau. On la stocke à 4 degrés. On peut la reporter 2 à 3 mois, ou alors carrément aller au séchage, notamment de la feuille d'algue séchée, qui peut aller dans certaines fabrications. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre la matière tant qu'elle est là, la travailler en direct, c'est ce qui coûte le moins cher, mais on ne peut pas avoir des choses extensibles, donc on en garde pour les périodes, parce qu'il y a l'hiver où il n'y en a pas, mais il peut y arriver. L'année dernière, on a eu le cas où les 2 dernières semaines d'août et les 2 premières de septembre, il n'y a pas eu d'arrivage. Sur les zones où nous étions, sur Douarnenez. Donc l'idée aussi, c'est de marier les zones d'arrivage entre l'ouest de la Bretagne, Douarnenez-Brest, et les plages exposées nord, comme Guissény, Saint-Michel-en-Grève, Illion,
qui selon les vents, les courants, ne sont pas les mêmes arrivages. Il peut y en avoir d'un côté quand il n'y en a pas de l'autre. Mais c'est une petite gymnastique. Hein. Autre question, est-ce que vous anticipez la production de cette algue? C'est-à-dire que plutôt que d'attendre qu'elle arrive, vous allez oui. Dans vos compétences, vous allez la chercher, enfin, où elle apparaît, quoi, enfin, plus ou moins faire un système. On n'en est pas, on n'en est pas encore là, ça nous trotte dans la tête depuis longtemps. On aimerait savoir 24 heures ou 48 heures à l'avance si ça va arriver. 9 fois sur 10, on perd. C'est ce que j'ai expliqué, parce que les algues arrivent, et allez savoir pourquoi, elles vont stagner à 800 mètres du rivage, je dirais même des fois nous narguer. On se dit, mais elles vont arriver, elles n'arriveront jamais. Donc on n'a pas encore compris le phénomène. Quand vous discutez avec des gens de la baie de Gordonay, ils vous disent qu'une année, tout va arriver à Sainte-Anne et peu à l'Estrevette, l'année d'après ça peut être le contraire, mais grosso modo sur la baie, il y a toujours la même quantité. On ne comprend pas, et on aimerait, donc on essaye d'anticiper au mieux. On a des équipes qui repèrent tous les matins et les soirs un peu ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, mais c'est extrêmement compliqué, et j'avoue que c'est un point de faiblesse de nos connaissances aujourd'hui. On n'a pas les moyens de maîtriser l'arrivage. Je m'excuse, mais on ne sait pas faire. Et croyez-moi, c'est rageant. C'est rageant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous trois pour cette présentation, pour votre présence. Merci à vous. Bonne soirée.